Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, à tout le monde, à tous les êtres vivants sur la planète. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui m'intéresse grandement et qui vous intéresse grandement, je suis sûr, on va parler de Batman. Oh quoi, encore les super-héros? Oui, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Mais on ne va pas parler vraiment de Batman, de super-héros, on va parler de son adaptation au film et de comment les producteurs ont réussi à tuer Batman. On se retrouve juste après le générique. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Donc Batman, je ne vais pas vous refaire l'historique de Batman. Batman est l'un des super-héros les plus connus et les plus célèbres et les plus aimés de la planète, avec Superman, Wonder Woman, Iron Man, Spider-Man, Captain America, Flash, enfin tout ça. Et du coup, quand Superman arrive sur grand écran dans les années 70, en 1978 si je ne m'abuse, réalisé par Richard Donner, qui est un, soit dit en passant, un très grand film de super-héros, le premier du genre. Sans ça il n'y aurait pas eu Avengers, il n'y aurait rien eu, hein. Même si effectivement c'est un film qui a un peu vieilli, je trouve que c'est un film d'aventure quand même très appréciable et très cool, donc regardez-le. La Warner Bros, qui possédait les droits de Batman, enfin de DC Comics, se sont dit putain, Batman ça marche bien en bande dessinée, ce serait pas mal d'en faire une petite adaptation quoi. Et du coup, voilà, problème de production, problème de scénariste, etc., etc. Et arrive en 1989, quasiment 10 ans plus tard, Batman, réalisé par Tim Burton. Et honnêtement, quand on connaît un peu l'univers de Batman et qu'on connaît l'univers de Tim Burton, on se dit c'est un match de fou, parce que Batman, il y a des règles à respecter quand vous adaptez un Batman. Il faut que ce soit très sombre, c'est tout, c'est tout, c'est à peu près la seule chose que... Ah oui, et il faut pas qu'il y ait de l'humour. C'est tout. C'est les deux seules règles que vous avez à respecter quand vous faites un Batman. Vous pouvez faire comme Zack Snyder, un Batman qui démarre des gueules et qui casse la gueule à tout le monde. Vous pouvez faire un Batman détective comme dans The Batman. Vous pouvez faire comme dans ce Tim Burton, un Batman très gothique, très porté sur la psychologie, sur en fait je suis un monstre parce que je tape des criminels. Mais en fait, est-ce que ce sont pas les êtres humains les monstres? Voilà. Ou vous pouvez faire des films de merde comme ceux de Joel Schumacher, je ne sais pas comment on prononce ce petit prénom. Bref. Le problème avec ce Batman, c'est que Tim Burton n'aime pas. Tim Burton n'aime pas parce que les producteurs, donc Peter et Gruber, n'arrêtent pas de lui mettre des bâtons dans les roues, à tel point que des fois, il arrive même qu'on réécrive le scénario, on réécrive le script au jour même, au moment de tourner. Et du coup, Burton, il est en mode, c'est pas ce que je voulais faire en fait comme film, tu vois. De même, il y a des dizaines et des dizaines de problèmes qui ont eu pendant le tournage de ce film, notamment même avant le tournage, quand on a annoncé Michael Keaton en Batman, la Warner Bros a reçu plus de 50 000 lettres, hein, pour dire mais non, mais Michael Keaton c'est un mauvais acteur, faut pas qu'il fasse Batman. Résultat, des années plus tard, c'est l'un des Batman les plus appréciés. Bizarre. Donc, Tim Burton, il garde une expérience un peu mitigée finalement de ce premier Batman, parce que à la fois quand tu regardes le film, c'est très burtonien dans la mise en scène, dans les décors, dans la musique, notamment d'Andy Elfman, qui collaborateur de grande date de Tim Burton, avec cette figure un peu de justicier de l'ombre, mais qui est très solitaire, un peu comme tous les personnages de Tim Burton finalement. Et le problème majoritaire, c'est que petit à petit, ça suivra l'évolution des films Batman, mais les films de super-héros commencent à avoir du succès, en fait. Notamment Superman, mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que Tim Burton n'a pas eu le final cut. Le final cut, ce qu'on appelle, c'est littéralement le cut final, le dernier montage, c'est-à-dire, c'est la personne sur un tournage, sur le montage d'un film, sur la réalisation d'un projet, qui a la
décision finale de dire ok, cette scène on l'a fait, non, cette scène on la coupe, non, il faut rajouter cette scène, non, il me faudrait une scène ça. Sauf que dans Batman, eh bien c'est les producteurs qui ont eu le final cut. Ça n'en fait pas un mauvais film. Batman de Tim Burton est un pur chef-d'œuvre de cinéma à la mise en scène. Travaillé, à l'esthétique belle, même en VF, la VF est pas dégueu, tout est parfait dans ce film. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais ce qui nous intéresse, on va aller plus après. Du coup, il y a encore une fois 300, presque 400 millions de dollars au box-office, donc les producteurs se disent ah bah putain, les films de super-héros ça marche, on va faire une suite à Batman. Voilà. Du coup, évidemment, Tim Burton n'est pas rappelé, il y a encore plein de problèmes de production, des scénarios qui ont été écrits, qui au final ne verront jamais le jour, et puis il y a eu je crois une dizaine de versions de scénarios, enfin bref. Il y a eu plusieurs versions du scénario de Batman le Défi. Batman le Défi, dont j'ai l'affiche juste ici, bien entendu. Et Tim Burton, après des problèmes de production, revient dans la course et il dit à Warner, il leur dit très simple, il leur dit ok, je vais faire d'accord, pas de souci. Je veux bien faire une suite de Batman, mais je veux deux choses. Je veux que mon film, il ait aucune référence avec le premier, parce que c'est pas mon film le premier, c'est votre film. Et le deuxième, je veux carte blanche. Donc là, les producteurs, ils se disent oui, bon, ok, d'accord. Et, pour moi, Batman le Défi est le plus grand film de Tim Burton, de toute sa cinématographie. C'est un film avec des figures, comme j'avais dit dans ma vidéo 5 films que vous devriez voir sur Batman le Défi, c'est un film avec des figures de monstres tragiques, c'est un film gothique, c'est un film travaillé, c'est un film de super-héros très peu porté sur l'action, sur les effets spéciaux, mais beaucoup plus sur la psychologie, sur qu'est-ce que c'est que Batman. Est-ce que c'est un monstre? Est-ce que c'est un justicier? Est-ce que le pingouin, finalement, ce serait pas comme Batman? Tu vois, plein de réflexions extrêmement intelligentes, très poétiques aussi. Les décors sont exceptionnellement beaux, exceptionnellement bien filmés, et la fin est l'une des choses les plus, à l'époque, étrange, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'à la fin du film, Batman n'obtient pas la fille. Il n'obtient pas Catwoman, il finit tout seul. Et dans les années 80, enfin 90 du coup, quand un film à gros budget se finissait sur le mec qui n'obtient pas la fille, les gens ils étaient en mode « Mais nous on voulait voir des couples et des bisous là, oh !» Du coup les producteurs sont en mode « Eh oh !» Mais en plus de ça, c'est que Batman c'est un super-héros. Et du coup il y avait des partenariats avec McDo, avec Coca-Cola, enfin bref, pour vendre des jouets Batman. Sauf que comme le film de Tim Burton est très sombre, il est très, même vulgaire à certains moments, très cru, ça parle de fion, ça parle de cul, ça parle de violence, ça parle de tuer, et du coup McDo ils sont en mode, moi je peux pas faire des jouets sur ça, enfin... C'est pour les adultes, moi je peux pas faire un truc comme ça. Du coup McDo ils engueulent Warner Bros en mode, frérot c'est non. Et du coup, quand Tim Burton, tout content de son Batman le Défi, arrive et dit « Oh les gars, j'ai des idées pour un 3e film !» Warner, ils ont fait « Ah non. Ça va pas être possible, mon coco. Ça va pas être possible. » Et du coup, on essaye de faire une vision de Batman totalement mercantile, totalement pour vendre des jouets. Alors, attention. Il y a des films, même des films à gros budget, qui sont créés exclusivement pour vendre des jouets et qui n'en font pas de mauvais films. G.I. Joe est un très bon film. Transformers, on va dire que c'est des bons films, en tout cas les 3 premiers. Les Avengers, ça permet de vendre des jouets, c'est pourtant des chefs-d'œuvre absolus du cinéma. Donc faire un film pour vendre des produits, c'est pas grave. Il faut donner du travail aux gens, donc ok, pourquoi pas. Mais du coup, McDo, les fabricants de jouets, etc., disent bon, par contre, pour 3e Batman, il nous faut du jouet, il nous faut des costumes, il nous faut des méchants avec des armes, comme ça on peut faire plein de jouets et tout. Et du coup, la Warner, elle dit fuck à Tim Burton et elle engage Joel Schumacher qui est mort d'ailleurs à l'heure actuelle, donc paix à son âme, bien entendu, mais il n'y a pas eu non plus une carrière de fou, hein. C'est-à-dire que, moi j'ai vu quelques-uns de ses films, c'est un gars qui n'a aucune idée de plan, qui n'a aucune idée artistique, et le problème c'est que Batman, quand on lit les comics, on se rend compte qu'il y a une façon de l'écrire, il y a une façon de le jouer, de l'interpréter, il y a une esthétique, même dans les comics, tu sens, il y a des cases de BD qui sont des vrais plans de cinéma, donc il faut faire
quelque chose de travaillé, en fait. Sauf que Joel Schumacher, il écoute les producteurs, c'est-à-dire il fout de la couleur partout. De la couleur dans un Batman. Wake up! Wake up! Batman, c'est Gotham City, c'est sombre, il peut tout le temps, les gens sont déprimés. En gros, c'est la Bretagne, mais en Amérique. Et du coup, ça donne deux films particulièrement éclatés. C'est-à-dire que mettre de l'humour dans Batman, on peut, parce que quand vous lisez les comics, Batman, il fait de l'humour très noir, de l'humour très froid. Et du coup, ça fait rire, mais ça ne devrait pas faire rire. Sauf que là, on essaye de mettre, du coup, Robin, qui est en soi un excellent personnage, hein, c'est pas le problème, sauf qu'ils le font interpréter par Chris O'Donnell, qui est pas la bonne personne pour interpréter Robin, on va dire ça comme ça, et ça donne Batman Forever. Alors Batman Forever, c'est un film de merde, hein, qu'on soit tous d'accord là-dessus, sauf que quand tu le compares à la suite, Batman et Robin, tu te dis, il y a quand même des trucs à sauver, en fait. C'est-à-dire qu'on a Val Kilmer, qui est un bon Bruce Wayne, mais un mauvais Batman. C'est-à-dire que les scènes qui m'ont le plus intéressé du film, étrangement, c'est des scènes de Bruce Wayne. Où Bruce Wayne se remet en question sur sa place en tant que Batman. Le frérot, ça fait 60 ans qu'il combat le crime, il est en mode... Est-ce que j'irai pas me poser avec ma copine finalement, hein? On est bien là finalement avec Alfred dans mon manoir. Et de l'autre côté, on a Robin qui arrive comme ça, parce qu'à l'époque, les réalisateurs ne savaient pas écrire des ados, et du coup ils sont en mode ah, ok, j'aime les filles, et puis je suis un Jones, et puis je fais du skate, et puis je fais des acrobaties, et je suis Robin, et je vais aller combattre avec Batman. Oui, mais non, c'est pas comme ça. Et en tant que méchant, on nous propose deux méchants que moi personnellement j'adore, à savoir Double Face et L'Homme Mystère. L'Homme Mystère par Jim Carrey, pourquoi pas? En vrai, Jim Carrey aurait pu faire un très très bon Homme Mystère si la direction avait été différente. Double Face, interprété par Tommy Lee Jones, qui était en soi un bon acteur aussi, hein, mais le problème c'est que de Batman Forever, c'est que ils écoutent tous les producteurs. C'est-à-dire que plutôt que de faire un film où Batman se retrouve face à non pas un, mais deux ennemis, et du coup il aura besoin de Robin pour l'aider. Hein, plutôt que de faire comme c'est écrit dans le comics, à savoir Batman qui devient un père de substitution pour Dick Grayson qui va apprendre à mûrir, à devenir un vrai héros, et en même temps Double Face qui a cette dualité, à la fois c'est un gentil, à la fois c'est un méchant parce qu'il est schizophrène, et en même temps L'Homme Mystère qui, tantôt dans les comics, c'est un peu comme dans le film, une sorte de blagueur un peu nul, tantôt un tueur en série sans pitié. Ça fait que le film est une sorte de comédie, sauf que c'est pas drôle en fait. Alors je vous passe les décors, la mise en scène qui sont filmés avec le cul et qui sont vraiment visuellement dégueulasses, j'entends. Et les scènes en Bruce Wayne sont intéressantes. Voilà, c'est tout ce que je garde de ce film. Et je me dis, je pense que dans Batman Forever, il y a un bon film de caché. C'est-à-dire qu'il y a des idées qui sont pas mal. Les méchants qui attaquent le manoir Wayne, c'est une idée à reprendre. L'idée de Robin, c'est un bon personnage, Robin. Il faut qu'on l'adapte parce qu'il mérite d'avoir une bonne adaptation. L'idée de Bruce Wayne qui essaie de se trouver une femme... comment dirais-je durable, hein, et pas une relation éphémère. Ça peut être intéressant, sauf que ça ne l'est pas. Et du coup, ça nous emmène au cataclysmique Batman et Robin, où là vraiment, il y a de la couleur partout, c'est filmé avec le cul, la caméra elle bouge dans tous les sens, Batman il fait des blagues. Batman et Robin dans ce film ont une armure à tétons apparents. C'est-à-dire on leur voit les tétons. Batman, wake up! Alors là, les producteurs de jouets, les fabricants de jouets, les producteurs, ils s'en foutent plein les fouilles, ils sont hyper contents parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que Batman Forever a rapporté plus que Batman de Tim Burton. Il a rapporté, je crois, quasiment 500 millions de dollars à l'époque. Donc les producteurs, ils sont en mode ah mais en fait, faut faire des films avec plein de bagarres et des plans moches. Et du coup, dans ce Batman et Robin, Batman ne combat pas un, ni deux, mais trois méchants. À savoir Poison Ivy, bon, qui est une méchante, on va dire, c'est plus ou moins une justicière, on sait pas trop. C'est comme Catwoman, tantôt gentille, tantôt méchante, voilà. Mr. Freeze, qui est un de mes méchants préférés, qui là est joué par Arnold Schwarzenegger, ce qui est pas en soi un choix dégueulasse, hein. Et Bane qui ne parle pas. Donc, si on petit plan d'ensemble.
Les producteurs ont donc la mainmise complète sur Batman, mais complète. Et ce qui s'est passé, c'est que là, les producteurs de jouets, ils ont plein de jouets, ils ont plein d'armures, ils ont plein de trucs, ils sont contents. Sauf que les costumes sont tous moches, mais tous. Poison Ivy, Bane, Mr. Freeze, Batman, Robin, tous les costumes. Batgirl, dégueulasse, j'ai vraiment, c'est horrible. Les scènes d'action sont moches. Mr. Freeze, il ne fait que des jeux de mots à base de glace, ou des trucs en rapport avec le froid. Donc en ce moment, je suis en train de lire Batman Arkham Mr. Freeze. Mr. Freeze, c'est un méchant qui est froid, calculateur, qui ne rêve que de vengeance, qui ne rêve que de buter des gens, et qui parle de façon très froide, un peu comme le mystère dans The Batman, il parle un peu comme ça, il est très froid. Et là, c'est Arnold Schwarzenegger avec une armure moche, avec un canon qui je vais faire tomber la neige là. Mauvais bail. Donc évidemment, les fans chient dessus parce que ça ne respecte pas le comics, les cinéphiles chient dessus parce que ce n'est pas du cinéma, les gens normaux qui ne sont pas cinéphiles chient dessus parce que c'est un mauvais film. Donc là, la Warner est en mode là. Donc, ce qui fait que ça enterre définitivement la franchise Batman pendant quasiment 10 ans jusqu'à ce que Christopher Nolan arrive et dise Ok, je peux faire un Batman. Je veux bien faire un Batman parce que ça faisait plus de 10 ans, donc la Warner avait envie de relancer un peu la machine des super-héros parce que de son côté, Marvel, ils avaient fait Blade, ils avaient fait X-Men, ils avaient fait Spider-Man. Donc là, DC Comics, ils étaient en train de se dire bon les gars, il faudrait qu'on relance un peu les films, là, faut qu'on y aille quoi. Et du coup, Christopher Nolan est en mode oui. Moi, je vais vous faire une trilogie, par contre, et je veux le Final Cut. Je veux carte blanche, vous me laissez faire. Et donc là, les producteurs, suite à Batman et Robin il y a 10 ans, ils étaient en mode bon, ok, allez, carte blanche. Et je vais mettre les 3 films dans le même panier. Pour moi, les 3 Batman de Nolan, c'est un pur chef-d'œuvre de cinéma, de super-héros, de cinéma tout court. C'est un film avec peu de plans, il y a une économie de plans, il y a une mise en scène qui est travaillée, il y a une photographie qui est belle. Le premier, c'est vraiment l'évolution, les débuts d'un héros, mais c'est un film qui reste très humain, avec de belles valeurs, de belles morales finalement, des scènes d'action qui n'ont pas tant vieilli que ça, je trouve. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Franchement, les effets spéciaux sont encore très bien. Ra's al Ghul était un méchant intéressant, que j'aime bien moi chez Batman, qu'il aille revisiter un peu. C'est ça que j'ai bien aimé aussi chez Nolan, c'est qu'il écrit des méchants de Batman, mais de façon très différente, très à sa sauce, très moderne, très années 2000. C'est-à-dire que Ra's al Ghul, plutôt que d'en faire ce seigneur de guerre qui revit grâce au puits de Lazare, qui a infiltré tout Gotham, qui a des espions partout, il en fait juste un ami de Bruce qui est un seigneur de guerre. Il enlève le côté puits de Lazare, magie, résurrection. Parce que Nolan, comme Matt Reeves avec son Batman, il veut un univers très réaliste dans son Batman. Et ça se voit. C'est-à-dire que, honnêtement, ce qui s'est passé dans la trilogie de Nolan, c'est des choses qui pourraient complètement arriver dans notre monde actuel. Un seigneur de guerre fou qui veut qu'une ville américaine s'auto-détruise parce que les gens sont devenus tarés. Bon, ça change pas de certains politiciens actuels, j'ai envie de te dire. Ouh, putain, ça balance là. Fou là là, je suis chaud. Ensuite, on a ceux que considère comme le meilleur, et qui est le meilleur, à savoir The Dark Knight, Heath Ledger, Joker, mise en scène, acting, tout est formidable. The Dark Knight Rises, pareil, Bane, le Marion Cotillard, la mise en scène, tout est formidable dans cette trilogie, et du coup, en parallèle de ça, Marvel, Iron Man commence vraiment à... surtout que The Dark Knight est sorti en 2002, The Dark Knight Rises est sorti en 2012, c'est-à-dire la même année qu'Avengers. Donc là, les producteurs se disent c'est bon, on a fait 3 films Batman, on a fait des chefs-d'œuvre. Allez, on lance les univers partagés là ou quoi? Et du coup, les producteurs, ils ont envie de s'en foutre plein les fouilles. Sauf que, du coup, nous arrive finalement en 2016 ou 2017, je ne sais plus, Batman versus Superman. Une nouvelle version de Batman face à Superman, certes, mais quand même un film très batmanien. C'est-à-dire qu'on a Ben Affleck qui est un excellent Batman, quoi qu'on en dise, avec une mise en scène travaillée, de beaux décors, une belle musique, un scénario construit,
Enfin, un vrai film de Batman finalement. Et ben, c'est à partir de là que on va dire que DC Comics commence à se péter la gueule alors que Marvel est en train de briser l'univers finalement avec Justice League. Parce que bah forcément DC et Marvel ils ont toujours copié l'un sur l'autre, que ce soit en dessin animé, en comics, en film, c'est pas grave, c'est du plagiat, c'est ok, c'est tranquille. Sauf que bah en fait ce qui s'est passé c'est que Justice League c'est pas Batman quoi. Moi, j'aime bien la version de Justice League de Zack Snyder, je trouve que c'est un bon film. Mais Batman, à la fin de l'univers d'ici, il n'est pas respecté pour un sou. Un Batman qui fait des blagues, qui fait de l'humour, on ne sait pas ce qu'il fait en fait. Enfin, c'est Batman qui s'autodétruit. Et puis alors dans Flash, Batman dans Flash, mais quelle honte! Mais quelle honte de payer Ben Affleck pour ça. Mais ça m'étonne pas que le frérot il soit en dépression. Batman dans un costume bleu qui traque des méchants et puis après il prend l'assaut de Wonder Man et il dit oui alors en fait je suis un petit enfant ouin ouin et je voilà. Donc en fait ce que je dis de Batman ça pourrait être pour tous les super-héros d'ici, c'est-à-dire que quand vous laissez de bons artistes faire des films de super-héros à leur sauce, mais de bons artistes, attention hein, eh ben ça donne des chefs-d'œuvre. Regardez Matt Reeves. Matt Reeves, parce que The Batman ça a été un enfer, mais un enfer de tournage, enfin pas de tournage mais de travail, c'est-à-dire que suite au succès de Batman vs Superman, les gens disent bon ben on va refaire un film Batman solo. Ouais, Ben Affleck il dit oui, je reprends le rôle. Ensuite on dit non, en fait, juste je réalise. Non, en fait, juste je scénarise. Non, en fait, il y aura Deathstroke. En fait, machin. Des années plus tard, vers 2018, je crois, ou 2019, Matt Reeves arrive. Il dit allez, on jette tout. Je réécris mon scénar et je fais ce que je veux. Et donc là, les producteurs sont en mode. Parce que là, à l'époque où Matt Reeves arrive dans la course, arrive à travailler sur The Batman, DC Comics est en train de s'embourber dans la semoule, mais vraiment vénère, quoi. Et du coup, les producteurs disent, oui, parce qu'au même moment, Joker venait d'avoir un succès absolument retentissant, donc, ils disent, ok. Ils disent, pourquoi pas. Et donc, Matt Reeves écrit son scénario, il réalise, il a carte blanche, mais il fait un pur chef-d'œuvre, et il fait le plus grand film Batman de tous les temps. Parce que, quand vous engagez chez DC Comics, alors chez Marvel, c'est un peu différent, mais chez DC Comics, quand vous engagez des réalisateurs qui ont un univers, qui savent filmer, qui savent quoi faire de leurs super-héros et de leurs super-méchants, ça donne des très bons films. Zack Snyder, on aura beau critiquer ses derniers films sur Netflix qui sont un peu particulièrement à chier, par contre, quand il a fait tous ses films de super-héros, c'est des chefs-d'œuvre. Watchmen, c'est un chef-d'œuvre, Batman vs Superman, c'est un chef-d'œuvre. Donc voilà, il n'y a pas de truc. La solution, c'est qu'en fait, et c'est pour ça que je trouve c'est intéressant que James Gunn ait repris le contrôle, un peu le contrôle créatif de DC Comics, et qu'il ait rebooté l'univers. Il a dit maintenant, on va finir les scénarios avant de tourner, et je vais mettre des vrais réalisateurs, et ils auront carte blanche. Si ça marche pas, ça marche pas, et puis je démissionne, voilà. Hein, mais on nous annonce quand même des bons trucs. Un Superman par James Gunn. James Gunn, c'est quand même le mec qui a fait les Gardiens de la Galaxie, la trilogie, les 3 chefs-d'œuvre. James Mangold qui va faire un Swamp Thing, lui qui a réalisé Logan, formidable. Enfin, on nous annonce des choses formidables chez DC Comics. Ce sera le mot de la fin, c'est-à-dire que Warner, ils ont voulu faire comme faire des films de super-héros et après ils ont voulu faire comme Marvel, sauf que comme ils mettaient des mauvais artistes à la barre et qu'ils essayaient de charcuter le film pour leur vision, ça donnait des mauvais moments. Ça donnait des mauvais moments de cinéma. Voilà. Mais maintenant, les super-héros d'ici sont entre de bonnes mains parce que The Batman 2 sera réalisé par Matt Reeves.